À Boudis, un village palestinien à l'est de Jérusalem, plusieurs dizaines de familles recevaient jusqu'à présent un salaire jordanien. Par exemple, ces deux enseignants. Mohamed, 5 ans d'ancienneté, perd les 720 francs versés tous les mois par la Jordanie. Nizam a plus de chance, avec 24 ans d'ancienneté, il conservera une retraite de 1800 francs. Je perds de l'argent, mais en tant que Palestinien, je gagne quelque chose d'autre. Je sais désormais qui je suis. L'OLP sans la Jordanie n'est rien, la Jordanie sans l'OLP n'est rien. Ils doivent s'entendre pour le bien des Palestiniens. En fait, sur une population de 900 000 habitants en Cisjordanie, seules 5 000 familles verront leur revenu mensuel diminuer à la suite des mesures jordaniennes, qui sont donc surtout psychologiques. Les Palestiniens craignent d'autres décisions du roi Hussein, par exemple le retrait de leur passeport jordanien. Dans ce cas, le monde arabe devra nous donner un autre passeport, peut-être palestinien cette fois, pour nous permettre de voyager dans les pays arabes, où le laissez-passer israélien est interdit. Pour le comité clandestin du soulèvement, la rupture avec la Jordanie est une victoire politique. Les notables de Cisjordanie et de Gaza espèrent que l'OLP va former à présent un gouvernement palestinien en exil. Île de Hai Chau, une ancienne léproserie transformée en prison. 2700 réfugiés vietnamiens s'y entassent. Un camp sous haute surveillance, impossible de s'en approcher, interdiction formelle de filmer. Depuis le 16 juin, tous les nouveaux boat people vietnamiens sont envoyés ici. Interceptés en mer de Chine par la police maritime de Hong Kong, ils transitent d'abord par le camp de Tsing Chau. Soignés, nourris, ils sont ensuite envoyés à Hai Chau, l'île symbole du désespoir. Seule perspective, le retour forcé vers le Vietnam et l'incertitude sur leur sort. Plutôt mourir que repartir, ces oubliés de la mer ont lancé un véritable cri d'alarme pour alerter l'opinion. Hong Kong ne veut plus les accueillir. Pour des milliers de Vietnamiens, la porte de l'Occident vient de se fermer. Pour nous, c'est important seulement d'avoir des assurances que ces repatriés ne seront pas trop punis. C'est nécessaire probablement qu'ils soient punis un peu parce qu'ils ont quitté leur pays illégalement. Ils ont entré dans un autre pays aussi illégalement. Alors, on peut anticiper peut-être la punition, mais pas trop. Deux raisons à cette nouvelle politique. Les pays d'accueil ferment progressivement leurs portes. La France n'a accordé aucun visa cette année. L'autre raison, depuis le mois de juin, des arrivées massives, 500 par jour en moyenne. Le camp de Twin Moon, à quelques kilomètres de Hong Kong, ouvert en 1985, il accueille 2500 réfugiés vietnamiens. Arrivés avant le changement de politique décidé par Hong Kong, ils ne risquent pas d'être envoyés au Vietnam. Leur espoir, un visa, une terre d'accueil. Mais l'attente est longue, ils passent en moyenne 4 ans dans ce camp, sans possibilité de sortir. Mais plutôt cela que le retour au Vietnam, ils ont fui la répression politique, la famine, enfants de l'espoir, au bout de l'attente, une terre d'asile. Mais dans combien de temps ? Voici le train d'atterrissage principal d'un Airbus A320. Il a été construit par le Britannique Doughty Rotol et le Français Messier Hispano-Bugatti. Ces deux sociétés avaient déjà collaboré pour les trains d'atterrissage de l'Airbus A310. Aussi, les Français pensaient obtenir le marché sur le même produit pour les futurs gros porteurs que sont l'Airbus A330 et l'Airbus A340. Ils avaient donc déposé leur dossier auprès de British Aerospace, responsable maintenant des trains d'atterrissage. Une tâche qui était gérée avant par l'aérospatiale.
Mais 15 jours avant la remise définitive du projet, son associé habituel britannique décline le marché et annonce qu'il lui préfère une société américaine, Cleveland Pneumatic, numéro 1 mondial. D'où consternation pour nos industriels pour qui il y a manque à gagner. Les conséquences économiques ont été estimées à 1800 millions de francs sur la durée du programme, ce qui équivaut environ à 900 emplois pendant une durée de 10 ans. La volte-face de Doty nous a beaucoup surpris. Messier a une longue tradition de coopération européenne, tant pour les programmes Airbus que pour les programmes ATR. Et l'on risque aujourd'hui de voir cette longue tradition être remplacée par un monopole américain pour la fabrication des trains des avions civils gros porteurs. Les responsables de la société restent cependant confiants. Car bien qu'ayant perdu le marché pour les trains d'atterrissage principaux, ils espèrent remporter le marché pour les trains avant et celui pour les systèmes de freinage. Mieux faire connaître aux Européens les Africains en organisant une quinzaine culturelle africaine, c'est ainsi que le groupe des ambassadeurs de l'Organisation de l'Unité africaine à Bruxelles a voulu marquer les 25 années d'existence de l'OUA. Ce thème, cette manifestation culturelle, imaginée par une organisation généralement plus perçue comme politique, a su aussi mobiliser les grandes organisations économico-politiques comme le groupe des ambassadeurs des pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique et la Commission des communautés européennes. Il y a eu une osmose, un brassage d'hommes et de femmes de toute nationalité, de toute religion au cours de ces 15 jours de manifestations. C'est là en effet le premier succès de cette quinzaine culturelle, la participation et la mobilisation de l'Afrique culturelle de tous les coins d'Afrique et sous tous ses aspects. Certes, la danse et la musique, art africain le plus connu des Européens, a été représentée. Mais les Européens ont aussi découvert bien d'autres volets de la culture africaine. Tout d'abord, les écrivains, avec une journée consacrée aux livres africains. Les cinéastes, par des projections de films, les photographes, les peintres, l'architecture, par le biais des expositions. Et à travers tous ces arts, les visiteurs européens ont littéralement découvert les peuples africains dans leur vie quotidienne. Bien sûr, l'aspect politique ne fut pas absent. Son expression la plus forte, la plus émouvante, fut marquée par une soirée d'hommage dédiée à Nelson Mandela, prisonnier des geôles sud-africaines. Mais le véritable succès de cette quinzaine culturelle, c'est qu'en dépassant le cadre de la manifestation politique pure, elle a su toucher Monsieur Tout-le-Monde, un cadre plus large d'Européens, pas forcément politique, mais sensible à la culture, à l'homme. La manifestation culturelle a peut-être plus porté que la manifestation politique. Pardon, mesdemoiselles. Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition que vous venez de voir, ces photos? C'est bien parce que ça montre la vie de tous les jours. D'habitude, on nous parle plus du côté politique. Par exemple, en Afrique du Sud, c'est toujours le côté politique qu'on nous montre. Mais là, on voit un peu ce qui se passe tout le temps. Et qu'est-ce que vous apprenez de nouveau, justement? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette action quotidienne? Bon, c'est pas grand-chose sur l'Afrique. Hein. Oui, parce que ça nous montre autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Et qu'est-ce que justement vous voyez d'habitude? Sur des trucs sur l'Afrique du Sud, généralement on voit que des scènes de violence et de combat, mais on ne sait pas comment ils vivent d'habitude, ça on ne voit pas. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la culture africaine? La poésie, la photo, la musique? Mais tout ça on ne connaît pas en fait. La musique un petit peu, mais la photo et la poésie africaine, on ne connaît rien de tout ça. On en entend très peu parler. Et justement, d'après le peu que vous avez vu là jusqu'à présent, est-ce que vous voudriez en connaître un petit peu plus? Est-ce que ça vous intéresse, à vous, Européens, cette culture? Oui, d'abord on a pris l'affiche pour aller voir la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Donc ça peut nous aider.